Thank you. Bonjour. Donc, Cédric Malou, membre du conseil, entrepreneur technologique depuis 26 ans. L'un des sujets les plus importants quand on est une start-up ou une petite entreprise, c'est ce qu'on appelle le runway, c'est-à-dire combien il me reste d'argent à la banque et pour combien de temps et comment, sachant que c'est un sujet mais régulier des startups. En général, une startup a du cash pour environ un an et demi. Donc, c'est un sujet récurrent. Et une des choses que l'on fait énormément, ou ce que j'appelle l'hygiène financial hygiene, c'est d'être vraiment au top de ses chiffres et de son cash flow. Je dis toujours à nos fondateurs, je peux être capable de décrocher le téléphone, vous appeler et vous demander il vous reste combien de mois ou de semaines de cash, et vous devez être capable de me répondre. Si vous n'êtes pas capable de répondre, c'est que vous n'avez aucun contrôle sur vos finances. Donc, tout ça pour dire que c'est un sujet qui est très important, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup. Je travaille beaucoup là-dessus. On a développé des outils pour aider nos startups et on a partagé l'outil avec des membres de la Chambre. On va le regarder ensemble. Donc voilà, on a pensé avec Michal, avec la Chambre et avec Yann que ça serait sûrement une bonne idée, peut-être, de partager nos façons de travailler autour du cash flow, vu la condition actuelle. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Yann, tu veux m'en dire? Merci Cédric. Donc moi, je m'appelle Yann Karsten. Je suis aussi membre du conseil. Je suis directeur général de Engie République tchèque. Je suis un ancien financier parce qu'auparavant, j'étais directeur financier pour la zone et j'ai travaillé aussi en cabinet d'audit pendant quasiment 10 ans et notamment aussi sur les prévisions de trésorerie. Ce que je peux dire personnellement, c'est que quand je suis arrivé ici en République tchèque en 2016, on a eu une crise du cash. C'est évidemment beaucoup plus simple quand on est dans un grand groupe parce que, in fine, il suffit d'appeler son actionnaire et de lui demander plus d'argent. Néanmoins, ce que je peux dire, si on n'avait pas fait des prévisions à temps, on se serait pris le mur en plein gueule, si je peux me permettre. Alors que là, en faisant les prévisions, on a réussi à un petit peu anticiper, à préparer notre actionnaire et éviter de lui faire passer un message trop brutal en disant bon écoute, la semaine prochaine j'ai pas de quoi payer les salaires. On a pu avec un mois ou un mois et demi d'avance pu l'appeler en lui disant on risque d'avoir une crise du cash à cause de différents facteurs. Nous aurons besoin d'une augmentation de notre ligne de crédit. Donc du coup, le message est quand même beaucoup plus, on va dire, simple à entendre du côté de l'actionnaire plutôt que d'avoir quelqu'un totalement paniqué au téléphone qui dit je ne sais plus quoi faire, j'ai plus d'argent. Pour moi, il y a trois raisons principales pourquoi il faut faire ces prévisions. La première, je viens de la dire, c'est vraiment, il est clé d'anticiper. C'est vraiment le nerf de la guerre. Quand ça ne va pas, il faut anticiper. Et il ne faut pas mettre la tête sous l'eau. Il faut vraiment essayer de garder de la hauteur et prévoir les problèmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, en utilisant un support et un fichier, ça permet de faire des simulations et ça permet de dire exactement combien d'argent il va me falloir. Parce qu'évidemment, la trésorerie elle se dégrade. Et quand on a déjà une discussion un peu compliquée avec son actionnaire, vaut mieux lui dire tout de suite, ou vaut mieux dire à la banque tout de suite combien on a besoin, plutôt que de lui dire toutes les semaines, tu m'as donné 10, mais il me faudrait encore 10. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est vraiment évaluer le besoin et faire des simulations, éventuellement trouver des solutions, on verra. Et la troisième chose, c'est que c'est évidemment une manière de communiquer avec les partenaires et, si je peux me permettre, passer pour quelqu'un qui manage bien, qui gère en bon père de famille, qui sait ce qu'il fait, qui est professionnel, qui, quand il va voir la banque ou son actionnaire, lui dit « il me faudra tant parce que j'ai fait un modèle et parce que je vais devoir payer ça, ça et ça ».
après, ça ira mieux et on va remonter la pente. Donc, ça permet d'avoir un support de communication également. Donc, pour moi, c'est trois points, c'est anticiper, calculer et communiquer. C'est les 3 points clés qui, pour moi, sont fondamentaux. Et si je peux rebondir sur toi, Yann, c'est pour moi, si je résume tout ça, et c'est ce que je disais un petit peu avant, c'est être en contrôle, prouver qu'on contrôle, ou au moins déjà qu'on comprend le mécanisme du cash, et deux, qu'on est vraiment en contrôle. Je vais vous donner 2 exemples. J'ai une startup une fois qui m'a appelé, il m'a dit, Cédric, il me reste 3 semaines de cash, qu'est-ce que je fais? Bon, et on n'aurait jamais dû être dans cette situation où il m'appelle en me disant il reste 3 semaines de. C'est-à-dire j'ai zéro à la banque dans 3 semaines. Il aurait dû savoir ça il y a 6 mois déjà, s'il avait fait ses projections de façon proprement et s'il avait gardé à jour son fichier de simulation. Donc j'ai ce premier cas. Et j'ai un deuxième cas où j'ai une startup qui m'appelle en disant comment est-ce qu'on communique des mauvaises nouvelles aux investisseurs? Nos revenus ne sont que la moitié de ce qu'ils auraient dû être. Et ma première réponse a été de dire est-ce que tu as mis à jour ton fichier de cash flow? Parce que c'est pas grave si les revenus sont à moitié. OK, on est en dessous des projections. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que la boîte va fermer dans 2 mois ou que tu auras besoin de cash dans 8 mois, hein? Donc, tout ça, c'est vraiment pour montrer qu'on est en contrôle. Ce que je voudrais faire peut-être, c'est donner la parole à Frédéric pour qu'on comprenne un peu qui il est, d'où il vient et peut-être un peu ses attentes sur le sujet parce qu'on parle de choses qui sont vraiment relevantes à vous, si vous êtes OK. Très bien, bonjour. Donc, Frédéric Bouquin, français habitant à Prague depuis 2 ans, mais depuis 13 ans en fait. Donc, je ne suis pas vraiment dans votre milieu financier. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout à fait. Très bien. Mais j'aime l'aspect cash control, mais de l'autre partie du cash. C'est-à-dire que je suis ingénieur et ma spécialité pendant les 10 dernières années dans l'aérospatiale était de faire du cost take-out. On appelle ça aussi value engineering. Et je pense que c'est quelque chose que les entreprises généralement ne font pas très bien parce qu'elles considèrent ou alors elles opèrent des opérations de cost take-out seulement quand c'est déjà trop tard et pas dans la durée. Et ce qui m'intéressait dans votre discussion, c'est que je pense que les mesures que moi je prenais étaient proactives par rapport à ce que vous discutez. Et je voulais comprendre, parce que vous parliez par exemple de 3 semaines. 3 semaines, c'était peut-être déjà trop tard pour la start-up de communiquer avec vous. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avant? C'est là la question. Et de mon expérience, les entreprises, donc quand il y a le feu, c'est branle-bas de combat et on fait tout. Et pendant 1 mois, ça va être la grande priorité. Et 1 mois après, on va tout oublier. C'est-à-dire que les actions de cost cutting et de cost control, c'est des actions qui doivent être continues. Et beaucoup d'entreprises voient ça juste en termes d'urgence et ça ne peut pas marcher. Et ça ne marche pas, c'est mon expérience. C'est vraiment quelque chose qui doit être continu. Absolument. Donc, c'était un peu l'aspect pour lequel je voulais me connecter pour essayer de comprendre. Je pensais vraiment que vous allez partir sur le côté financier, donc je ne suis pas déçu. Mais disons que je suis plus de l'autre côté, dans l'aspect proactif. Et quand vous parlez de simulation et tout ça, donc c'est quelque chose que je faisais. Comment investir pour perdre un peu dans un futur proche, mais en sachant que c'est pour la pérennité dans un futur moyen ou long terme. Donc voilà. Sinon, à part ça, je ne travaille pas, je cherche du travail. Et je fais aussi partie de I Am Potential, une association pour le développement des cadres. Okay. Mais juste pour rebondir là-dessus, enfin, ça revient un peu à ce qu'on disait, c'est de la simulation constante. Le problème, en fait, des petites entreprises, c'est qu'il n'y a pas de financier. Le fondateur, que ce soit un restaurateur, que ce soit quelle que soit sa fonction, il n'a sûrement pas été formé comme l'a été Yann sur des bases d'accounting. Donc pour eux, c'est plus le accounting et les taxes, c'est plus une punition qu'un outil. Or, ce n'est que quand une fois qu'on a changé son état mental en réalisant que ce n'est pas une punition, c'est le contraire, c'est un peu
le dashboard, hein, ce sont des outils de visualisation, de simulation, de prévision qui nous permettent de savoir longtemps en avance où on en sera, jusqu'à ce que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise se mettent ça dans la tête. Ils vont continuer, comme vous le disiez Frédéric, à faire du tactique ou de la réactivité, mais absolument pas de planification. Et c'est pour ça qu'il y a des gens comme chez Yann, il y a des départements comptables qui passent leur journée dans Excel à faire toujours plus ou moins la même chose, non? Non, Et à mais vrai dire, je rejoins tout à fait l'aspect que, évidemment, les entreprises, elles oublient très vite des périodes un peu difficiles et très vite, il y a des mauvaises habitudes qui reviennent et après, on n'anticipe pas et c'est le branle-bas de combat et on essaye de faire vite. Ici, je remets peut-être un peu en contexte quand on a commencé à parler de cette formation, c'était pendant la première vague du Covid. On a mis ce fichier en ligne et notre idée, c'était de dire, voilà, pour les petits entrepreneurs qui ont une culture financière limitée, qui ont aussi des moyens humains limités, de leur mettre à disposition un outil Excel ou Google Sheets simple, vraiment extrêmement basique. Hein. Donc l'outil qu'on va regarder ensemble, c'est un outil qui n'est pas destiné à un super département de business analyst ou de contrôleurs de gestion qui ont une culture financière inouïe, mais c'est quelque chose que même un restaurateur qui, en termes d'outils de pilotage, finalement, il a que son classeur avec des factures et son compte en banque, parce qu'il fait une comptabilité peut-être mensuelle, peut-être trimestrielle, peut-être qu'annuelle, peut mettre en place. Et c'est de les sensibiliser justement qu'il est absolument primordial en temps de crise d'anticiper, de faire des simulations et regarder de l'avant, parce que sinon, si on n'anticipe pas, on se prend la cessation de paiement de manière très brutale et ça peut venir très 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 vite. Donc c'est un outil qui est vraiment basé que sur le cash, qui n'est pas réellement basé sur une approche comptable, parce qu'en temps de crise, le cash is king. Et je me permets de rappeler la définition en France de la cessation de paiement. Ce n'est pas une définition de compte de résultat, hein. C'est une définition toute bête qui dit on est en cessation de paiement quand les actifs disponibles, donc le cash, ne font pas face aux passifs exigibles, hein, ce qu'on doit payer le jour J. Donc, si le jour J, on doit payer, on n'a pas l'argent sur le compte, même s'il est là dans 2 jours, techniquement, on est en cessation de paiement et on doit la déclarer au tribunal de commerce. C'est une obligation du gérant et on peut avoir une interdiction de gérer si on ne le fait pas. Donc, Cédric. C'est encore plus important que… Peut-être un commentaire avant que tu présentes le fichier. Étant donné que vous avez une culture financière, ça serait intéressant pour nous de aussi récolter un petit peu votre feedback sur l'outil, si ça vous paraît pas pertinent, si ça vous paraît bien. Donc n'hésitez pas à être critique vis-à-vis de nous. L'idée, c'est d'aider nos membres et d'améliorer l'outil et la présentation. Je me demandais justement si c'était quelque chose qui intéressait Frédéric, cet outil, vu son introduction. Donc, j'ai partagé mon écran. Je n'ai aucun souci pour présenter, pour aller… comme c'est un ingénieur, ça ne va pas être très compliqué à expliquer. je suis sûr qu'Excel, ça vous connaît. Mais je veux le faire uniquement si c'est relevant pour vous. Donc, je veux juste vérifier avant. Alors, je pense que ce n'est pas directement quelque chose qui va m'aider, Okay. clairement. Ouais. Je pense que c'est la bonne chose et j'ai des amis autour de moi en République tchèque qui ont des restaurants ou des magasins, ou peu importe, et je vois je pense que c'est quelque chose dont ils auraient vraiment besoin. Ouais. Parce que quand je les entends parler de grossir leur inventaire et des choses comme ça, je dis
Ouais. Je ne sais pas si tu as compris la balance sheet et ce qui se passe derrière. Parce que... Bon. Okay. Alors, la bonne nouvelle, c'est un outil open source, ce Google Sheet. Je ne sais pas si vous avez le lien, mais je mettrai le lien. Donc, si vous voulez faire une copie du fichier et l'envoyer à vos amis restaurateurs, c'est tout à fait OK avec moi. On n'a aucun copyright sur le sujet. Donc, est-ce que je vous montre comment le fichier fonctionne ou pas Oui. Ça vaut le coup? Je pense OK, que c'est... allez, on y va. On y va. Bah, fais-le très succinctement. Ouais. Que... Très rapidement, donc c'est un truc tout ce qui est en fait, il y a des instructions, mais globalement, tout ce qui est en jaune, ce sont les valeurs à rentrer. Donc aujourd'hui, nous sommes le 16 décembre. Donc je vais mettre le 16 décembre. Voilà. Donc automatiquement, les 13 semaines suivantes sont mises à jour. Ensuite, je commence avec combien j'ai à la banque aujourd'hui dans mon compte en banque. Ah bah, je sais pas, j'ai 150 000. T'es riche. Voilà, ouais. Donc, on voit que mon cash start, après tout est calculé, hein, que mon cash starting end pour le moment est le même. Et ensuite, j'ai deux zones. J'ai l'argent qui sort et l'argent qui rentre. On reste super simple. Donc, argent qui sort, bon, bah, alors on y va. Donc, je vais collecter des factures, je ne sais pas. Donc, je vais collecter 10 000 cette semaine. Après, il y a Noël et tout ça, il ne se passe rien. Ensuite, cette semaine-là, je vais collecter 25 000. Pardon. Et allez, encore un quelque part, les 25 000 ici. Boum. J'ai probablement ensuite des coûts. Donc, mon loyer, il va tomber là et c'est 25 000. Donc, ça va tomber encore probablement par là et par là. Voilà, et puis j'ai des salaires. Allez, je vais payer mes gens. Je sais pas. Pour être sûr de tomber 100 000 et puis encore 100 000 par là. Voilà. Quand on fait ça, donc on remplit toutes les cases. Je vais faire ça, je vais pas faire ça, et on descend, et on voit donc que sur une période de 13 semaines, j'aurai un trou dans mon compte en banque de 65 000 couronnes basées sur ces 13 semaines-là. Il veut donc dire qu'il me faut au moins 65 000 de cash pour pouvoir tenir. Alors derrière, ça c'est le template générique. Donc, je vais annuler ce que j'ai fait. Voilà. Et je vais regarder l'exemple ici. Donc là, c'est un peu plus détaillé. On a mis plus de valeur, mais au final, ça revient au même. Et ici, dans cette société, a besoin de 50 000 couronnes qui correspond effectivement à la fin, non, qui correspond à la semaine 22. Voilà. Donc vraiment un outil le plus, j'allais dire, bête et méchant possible, mais surtout le moins compliqué, qui ne s'adresse surtout pas à des financiers, à des comptables, mais vraiment à des gens qui ont la main dans le cambouis et qui savent ce qui se passe en termes de cash flow, in and out. Et à partir de là, c'est tout. Ce n'est qu'un outil, c'est-à-dire que ça n'apporte pas de solution. Mais par contre, ça permet effectivement, comme le disait Yann, d'aller voir la banque de façon beaucoup plus professionnelle, de façon beaucoup plus préparée, et de montrer que, bon, peut-être que c'est la panique, mais bon, c'est la panique pour tout le monde, mais peut-être moi, par rapport à d'autres, je comprends ce qui se passe, j'essaie de contrôler ça, je vois où je peux faire des coupes, parce que c'est important, peut-être, je vais revenir sur l'exemple ici. Donc là, peut-être qu'une fois qu'on a fait ça, je me dis, bon, bah, mes salaires, bah, peut-être que finalement, tout le monde va devoir prendre comment on dit, une réduction de salaire. Donc, je vais essayer d'économiser 10 000 sur mes salaires, là, 3 fois. Qu'est-ce que ça va donner si je paye les gars que 6 000? Bon, bah, je n'ai besoin plus que de 29 000. Voilà. Et peut-être que… Tu peux aussi simuler les décalages dans le temps, Cédric. Voilà, simuler les décalages dans le temps. Peut-être que je peux négocier pour ma rent et pas avoir de rent du tout au mois de mai. Enfin bon, ça c'était le passé. Et du coup, maintenant, j'ai besoin plus que de 10 000. Voilà. C'est donc, ce n'est pas seulement un outil pour mettre ses chiffres et se dire, oh merde, j'ai plus d'argent dans 3 mois, mais enfin dans 3 semaines. C'est surtout un outil pour essayer justement de faire des simulations, de créer des scénarios en disant, bon, bah, ça, si je ne paye pas, si je délaye, si je divise par 2, qu'est-ce que ça veut dire pour mon compte en banque dans 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 12 semaines? Voilà. Donc, c'est un peu l'idée de l'outil. Donc, c'est pour ça qu'on
on l'a appelé cash flow projection. Ouais. C'est uniquement focus sur le cash flow. Pardon. Ouais, je vais me remettre là-dessus. Je suis devant un Excel, il faut que je clique partout, excusez-moi, mais c'est une déformation professionnelle. Voilà. Comme je disais, rien de bien révolutionnaire, mais au moins, je pense que ça a l'avantage d'exister pour des gens qui n'ont rien. Je pense que, si je peux commenter, c'est donc déjà pour les gens qui vivent leur passion, qui vendent du vin ou qui ont un restaurant, je pense qu'ils ont la tête sous l'eau en ce moment. Ils n'arrivent pas d'eux-mêmes à créer quelque chose comme ça, je pense. Je pense. Et je pense que ça leur fait aussi une aide à la décision. Parce que, par exemple, je ne sais pas, demander 20% de réduction du loyer, est-ce que vraiment ça va changer les choses? Ça peut améliorer un peu, mais est-ce que ça va foncièrement changer les choses? Peut-être pas. Donc voilà, non, je pense que ça va dans le bon sens. Ok. Je vais juste mettre, j'ai retrouvé ma fenêtre Zoom. Exactement, ça permet d'identifier des priorités d'action et de ne pas se focaliser sur quelque chose qui finalement ne va pas avoir d'impact ou très peu d'impact. Et l'autre message qu'il faut, je pense, faire passer aux gens, c'est de le faire régulièrement. Idéalement tous les jours, tous les 2 jours. Quand ça va bien, toutes les semaines, ça suffit. Nous, chez NJ, on le fait toutes les semaines. On fait quelque chose un tout petit peu différent, mais on le fait aussi toutes les semaines. Et ce qui est important aussi, c'est d'essayer de backtester l'outil pour savoir ce n'est qu'un outil et ce n'est qu'une simulation, donc de combien était l'erreur par rapport à la réalité. Et ça permet d'améliorer l'outil et de se rendre compte si on n'a pas oublié quelque chose, parce que c'est sûr que si on met en place un outil comme ça, il n'est pas parfait le premier jour. Et je pense qu'aussi en termes de communication, bon, ce n'est pas parfait, c'est certain, mais lorsqu'un restaurateur, une fois de plus, pour prendre un exemple, va parler avec son investisseur ou avec un potentiel investisseur ou avec sa banque, s'il arrive avec tous ces problèmes écrits sur un papier, ce n'est pas organisé, qu'il en manque la moitié, déjà, ce n'est pas sérieux, mais surtout, ça ne fait pas avancer la discussion. Et quand on a une vision plus claire de ce qui va se passer, je pense que ça se passe mieux. Bien sûr, ça revient à ce qu'on disait, c'est un outil vraiment de communication, de contrôle et un peu pour rassurer, que ce soit la maison mère ou le banquier ou l'investisseur, c'est toujours un peu la même logique. J'ai mis dans le chat le lien vers le fichier qui normalement doit être en mode juste view, donc il suffit de faire une copie. Donc n'hésitez pas à le partager à gauche et à droite si ça peut aider des gens. On aura atteint au moins un objectif qui est de ne pas laisser les gens comme ça dans la merde trop sans savoir planifier, tout en n'étant pas comptable. Voilà, donc c'est un peu Eric, tu parlais du marchand de vin, parce que je pense que c'est un bon exemple. Un marchand de vin, en général, il a des inventories, il a des stocks. En temps de crise, la tendance peut être de réduire ses stocks. Donc le cash, il peut être plutôt beau pendant pas mal de temps. Mais le jour où les magasins vont réouvrir et la situation va se normaliser, il n'aura plus rien à vendre, sauf s'il réinvestit, s'il se refournit en stock. Et donc, paradoxalement, on peut se retrouver en crise de cash au moment du redémarrage, en phase de croissance quelque part du business. Et ça, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de ça. Le PNL peut être très beau, mais le cash peut être pendant une période très impacté. Si je peux avoir une question qui est un peu adjacente, je voudrais dire. Il y a beaucoup d'aides en ce moment de n'importe quel État, que ce soit la France, la République tchèque. Et j'ai l'impression que, je vais dire ça directement, beaucoup d'entrepreneurs sont en train de creuser leur tombe en prenant des prêts d'État ou de banques, en ayant très peu de visibilité sur l'avenir, tout en sachant que ces prêts-là, il faudra les rembourser. Ce sera tout le monde qui va falloir les rembourser, ça va être très compliqué. Et j'ai, de mon impression des entrepreneurs avec qui je parle, beaucoup prennent pas vraiment conscience du mur qui arrive en face d'eux. Donc, je sais pas si mon commentaire est clair, mais pour survivre, il faut contracter un prêt.
Et ce prêt-là, ça va être la guillotine à la fin. Ça peut, effectivement. Mais ça rejoint encore une fois, je pense qu'on disait avant, il faut simuler, prêt ou pas prêt. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en termes de visibilité, on est à visibilité zéro. C'est-à-dire que est-ce qu'on va repartir dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois, 18 mois, on n'en sait rien. Donc, c'est un peu… La seule chose que l'on peut faire, c'est prouver au pouvoir, quel qu'il soit, qu'on comprend et qu'on essaye de contrôler et on a la preuve qu'on a essayé de faire quelque chose. Mais c'est sûr que bon, le mur, c'est le mur. Hein. Mais au moins, avoir quelque chose un peu sur le papier qui donne une idée beaucoup plus claire que juste des… Voilà. Alors, en général, les entrepreneurs sont des gens qui sont très créatifs et dans le mouvement, et c'est pas des financiers ou voilà. Donc c'est vrai que il y a un grand problème d'éducation sur ce sujet-là de toute façon, surtout dans des situations de crise. Je pense que la plupart de vos amis n'ont jamais été à une position en disant il faut que je fasse un cash flow parce que j'ai aucune idée si j'aurai du cash pour payer mes salaires la semaine prochaine, le mois prochain. Et d'un seul coup, ils se retrouvent comme ça en mode panique en disant on va faire faillite. Donc, encore une fois, c'est un outil d'aide je n'irai pas jusqu'à dire d'aide à la décision, mais sûrement d'aide à la simulation et surtout pour essayer de garder la tête froide. Ça arrive à tout le monde de fermer une boîte et de faire faillite, surtout dans cette période-là. Mais je pense qu'il faut pouvoir se regarder en face en disant j'ai tout fait ou j'ai tout essayé et j'ai pas. Il y a une expression en anglais qui dit running like headless chicken, donc courir comme un poulet sans tête. Donc on veut éviter ça en fait. Et ça permet également de communiquer des mauvaises nouvelles, qui est quelque chose que Yann disait, parce que, comme disait Bill Gates, les mauvaises nouvelles doivent se déplacer très vite. Il ne faut surtout pas cacher les mauvaises nouvelles. Au contraire, il faut être au top, il faut savoir ce qui se passe, il faut être capable d'anticiper. Voilà. Bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour Gilles. Vous arrivez pour la fin, malheureusement. Je ne vais pas pouvoir continuer beaucoup plus longtemps de mon côté. On avait réservé une demi-heure. Mais comme Gilles vient d'arriver, peut-être très, très rapidement, qui vous êtes ou dans quel genre d'entreprise vous êtes? Alors, je suis désolé d'avoir loupé le chrono. J'étais en call juste avant. Arrive. Mais on peut faire un petit rattrapage peut-être rapidement. Ouais, non, ancien directeur général d'une boîte à Prague, ici, ou Solten, qui est une boîte de traduction et d'interprétation. On est passé d'un chiffre d'affaires de 1,8 million à 4,1 millions sur 4 ans. Et effectivement, la croissance nous a fait avoir des problèmes sur notre trésorerie du fait du changement de la typologie de nos clients, des investissements à faire. Et tout ça fait qu'il fallait vraiment réfléchir sur la gestion de la trésor. Et aujourd'hui, je suis plus à mon compte en tant que consultant et je voulais juste apprendre de vos expériences sur ce point qui pour moi est fondamental pour les PME, ETI. Malheureusement, j'ai loupé, donc… mais je pense que Gilles, si je peux me permettre, on se connaît, mais oui. C'est que tu as déjà appris. Hein. Nous, le message aujourd'hui, ici, c'était surtout de dire il faut faire des prévisions de trésorerie parce que ça permet d'anticiper, ça permet de dire de combien on a besoin. Ça permet de communiquer avec les partenaires, les investisseurs, les salariés. C'est un outil extrêmement précieux et il faut le faire. Donc, c'était le message clé. Quelque part, tu as confirmé que tu étais tout à fait d'accord et tout à fait conscient de la chose. C'est vital, d'autant plus en cette période où on a très peu de visibilité. Effectivement, avoir un PNL ou income statement, c'est bien d'avoir un point, un instant T sur l'année, mais ce n'est pas ce qui nous dit ce que l'on a sur notre compte bancaire, comment on va pouvoir payer nos fournisseurs et surtout comment on va pouvoir payer nos employés. Et donc ça, effectivement, c'est primordial. Donc Gilles, je ne sais pas si vous aviez vu le fichier Google Sheet que l'on avait partagé. Je l'ai remis dans le chat de ce Zoom, donc il est là.
Ce n'est qu'un fichier de simulation, justement, bête, c'est pas fait par un comptable, c'est fait par nous, mais qui permet justement de visualiser à quel moment le compte en banque va passer en rouge dans les 13 premières semaines en fonction des datas que l'on met dans l'Excel. Je ne vais pas refaire la démo, mais l'Excel, il y a un exemple, et puis en bas, et puis il y a le template en lui-même. Vous pouvez faire une copie du fichier pour travailler de votre côté et casser tout. Et tout ce qui est en jaune, ce sont des cellules à remplir, et tout le reste est calculé automatiquement, et il vous donne automatiquement, quand on peut le voir sur l'exemple, de combien d'argent vous allez devoir quémander à gauche ou à droite pour pouvoir survivre. Mais ce qui est très important, c'est que c'est un outil qui permet également de simuler en disant, bon, bah, OK, je dois payer des salaires dans une semaine, peut-être que je paye que 50% des salaires dans une semaine, et si les gars sont OK, 50% dans 4 semaines, et qu'est-ce que ça veut dire pour mon cash flow? Et donc, vraiment, la logique de ce fichier, c'est focus pas sur le PNL, pas sur le bilan, compte de résultats, mais vraiment sur les entrées et les sorties de mon compte en banque en fonction de ce que je sais qui va arriver et ce que je sais qui va sortir, sachant que parfois, il y a aussi des unknowns, comme on dit. Voilà. Le webinaire étant enregistré, Exact. je vais l'écouter et le regarder avec attention. Exact. C'est une bonne idée de l'enregistrer, Claire-Lise. OK. Bon, bah, à moins que vous ayez une question